Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Je rappelle rapidement que j'ai eu la chance d'assister à 2 rencontres des World Baseball Classic, compétition qui a d'ailleurs eu un fort engouement, notamment grâce à l'engouement suscité dans les pays y participants, et même ici aux États-Unis. Au final, ça a rencontré plutôt un bon engouement malgré quelques polémiques suite à des blessures. Mais bref, donc j'étais à Miami pour pouvoir voir en fait un quart de finale et une demi-finale, ainsi qu'entre-temps un match universitaire, donc de baseball universitaire. Et du coup, je vais vous le montrer ici dans cette vidéo. Miami, petit inside World Baseball Classic et College Baseball, c'est parti. Et quoi de mieux en fait pour vous montrer un peu l'envers du décor que le faire sous forme d'un vlog. Pour le coup, comme vous voyez sur ces images, je pars vraiment en mode vlog pur avec le voyage, et ce qui s'y passe, et notamment après je vais vous parler un peu autour du stade. Donc à l'avance, je vous préviens, le son n'est pas toujours qualitatif quand il s'agit des prises directement autour du stade. J'ai fait ce que j'ai pu avec les bruits, et puis notamment la zone n'est pas très loin de l'aéroport, donc on peut entendre des avions de temps à autre lorsque je parle, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, donc voilà, soyez pas surpris. Bon on est de retour à Miami, un peu moins de 2 ans après le petit passage lors des matchs entre les Yankees et les Marlins. Là je me retrouve lors de la WBC, donc la World Baseball Classic, et là le match, le quart de finale entre Porto Rico et Mexique. Voilà, on va faire un tour. Dans une compétition qui aura su vraiment donc rameuter les fans de par le baseball qui a été proposé, qui a été quand même super sympa, avec des belles histoires comme la République tchèque notamment, avec l'Australie qui allait jusqu'en quart. On a eu quand même pas mal de belles choses, on a eu aussi des déceptions comme la Corée du Sud, dont j'avais un petit espoir au fond de moi après avoir rédigé un article à leur effet avant en fait le début de la compétition. Mais la compétition a vraiment été super sympa, ça s'est très bien passé, et en fait les quarts de finale qui sont arrivés à Miami, donc il faut savoir que à Miami il y avait déjà la poule D qui jouait, donc c'était la poule, si je dis pas de bêtises, de République Dominicaine, Puerto Rico, Venezuela et notamment Israël, et je pense qu'il y avait également Nicaragua à revérifier, mais je pense que c'était ça. Et du coup donc les équipes que j'ai vues pour le premier jour, donc Porto Rico et le Mexique, on va pas dire que c'était des grosses surprises, mais quand même, dans le sens où par exemple pour le Mexique était dans la poule de Team USA, tout le monde voyait Team USA comme le grand favori, et le Mexique a réussi à les battre notamment dans leur confrontation directe. Et concernant Porto Rico, on sait qu'ils ont dû gagner le match coup près, en fait, le sorte de Game 7 qu'il y a eu entre eux et la République Dominicaine. La République Dominicaine était quand même une des équipes favorites avec son line-up assez incroyable. Mais bon, Porto Rico s'est bien battu, et il faut savoir qu'il y avait quand même du star power dans les deux équipes, comme j'en reparlerai un peu après. Donc voilà, tout ça pour introduire un peu ce premier jour avec ce quart de finale entre Porto Rico et le Mexique. Excuse me, you speak English? A little bit. A little bit? Okay. Are you from Mexico or? No, I'm from Venezuela, but we have a problem okay. because the game was changed. Venezuela is possible to play today exactly. with United States. Yeah, I thought it was United States against Venezuela, and I was even talking to my people that I was about to watch this game, but now I saw that it was Mexico against Puerto Rico. Exactly. What's crazy, man? Crazy. We live in Naples, like 2 hours far away. Oh, okay. We drive to here to see, we find a solution, but anybody say something, just the game is completely changed, and they say you guys lose the money or just resell the ticket. The ticket, exactly. I was lucky enough because it was an electronic ticket, so I could just, tell them, and basically they told me that I can still go into the game. I want to make sure, but hopefully it will still be the same. How many tickets you have? I just have 1 ticket. I have 2 tickets actually. I have one for today and one for the semifinals on Sunday. That's nice. And hopefully it will be Venezuela this time. But did you have the chance to watch the whole competition? No? So you don't really know the different levels, like USA, Japan? Well, the best thing is Japan. For me, the best thing right now is Japan. A lot of people say United States. I'm from Venezuela. I love the team of Venezuela. So
I think the final is gonna be Japan Venezuela. Okay. A lot of people say United States versus Japan. So Okay, but I kind of agree with you because I saw the games. Like I watched Venezuela against Dominican Republic and even Puerto Rico. Like they were just dominating, and I didn't see that kind of level in the U.S. team. Like to be honest, exactly. so I don't see any weaknesses in the Venezuela team. Like they have star power. They have like great like role player kind of utility players. They have a good rotation. Yes. Like even a good bullpen when you think about everything. I feel in the team is like brothers right now. Everybody just feeling like, hey, we are together for all country, Yeah. Before it's not. It's just all starting Venezuela players. So everybody just say, no, I start, and you start. Anybody like that. Yeah. But right now we're feeling like the thing is together. Yeah, they hold together. They look pretty close, and they look committed to win the championship. Yeah. So yeah. Our country is so crazy right now. I know you know the situation in Venezuela. Oh, to be honest, I kind of know from the news, but when you look at when you watch the news, it's not like you know the truth. Yeah, to be honest. Well, it's completely crazy. So the team just feeling like, hey, we need to do that for our country. We need to win because we need the people feeling happy in Venezuela. So everybody play like that. Like we need to do the 100% to our country. Yeah. So hopefully they're gonna win. Yeah, hopefully. And I'm sorry about the situation, man. Yeah. I kind of happened to have the same situation. I was more lucky. I'm gonna figure this out like in a few minutes, but hopefully I can go into the stadium. Yeah. But yeah, I'm sorry about the No, situation. don't worry, man. Enjoy the game. And thank you. Have a good one. Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre avec cette interview un peu impromptue, il faut savoir, et moi d'ailleurs j'étais l'un des premiers surpris, c'est qu'à la base la programmation nous expliquait qu'aujourd'hui, enfin ce jour-là, pardon, le match devait être le quart de finale en fait du Venezuela. Donc le Venezuela qui devait se retrouver en quart de finale finalement contre les États-Unis. Et personne n'a été prévenu. C'est-à-dire que même sur les tickets, le mien peut-être pas parce que le mien n'était pas nominatif d'un match en particulier, mais j'avais vu sur le site de la World Baseball Classic que j'étais censé voir le Venezuela. Et bah sur les tickets comme ceux de ces deux supporters, pauvres supporters, en fait c'était nominativement le Venezuela qui était prévu donc ce vendredi. Et non, ils ont remplacé la programmation par celui de Porto Rico contre Mexique, et ce qui a embêté quand même pas mal de monde. Pour revenir du coup au match de ce jour-là et notamment à nos deux adversaires du jour, alors que vous voyez quand même l'envers du décor et que vous verrez dans ce vlog pas mal d'ambiance, et l'ambiance était quand même assez ouf, assez incroyable. Pourquoi ne pas profiter de ces images pour pouvoir parler rapidement, mais vraiment très très rapidement, de l'histoire du baseball dans ces deux équipes présentes. Et au passage, pour les plus curieux d'entre vous, même si la compétition est terminée, vous pouvez toujours aller lire les articles qui ont été quand même assez exceptionnels sur les pays en fait engagés dans cette World Baseball Classic, que ce soit via des interviews, que ce soit via des faits historiques, etc., etc. Et vous aurez quand même pas mal de choses à voir, super intéressantes au niveau du détail. Moi, je vais juste revenir rapidement sur les moments clés du baseball dans ces pays-là, à commencer par Porto Rico. Et donc pour Porto Rico, forcément l'histoire de ce pays qui a un statut particulier rejoint l'histoire un peu du baseball, puisqu'il faut savoir que le baseball a été introduit à la fin du 19e siècle. Et il faut savoir qu'à la toute fin du 19e siècle, il y a une guerre entre les Espagnols et les États-Unis, la guerre hispano-américaine. Et enjeu de cette guerre, surtout dans cette fin du 19e siècle, c'est notamment Cuba et c'est Porto Rico. Donc Porto Rico, récupéré par les États-Unis, devient en fait une sorte d'état tutélaire, enfin sous tutelle américaine, et va gagner en fait un statut un peu spécial, parce que c'est considéré comme un état indépendant, mais au final associé aux États-Unis, dans le sens où il y a le dirigeant, on va dire, principal de Porto Rico est un gouverneur, comme les gouverneurs américains. Ils suivent en fait également ou respectent, on va dire, la Constitution. Cependant, ils ne sont pas considérés comme un État américain, un État pur, comme par exemple le Texas ou la Virginie, etc., etc. Donc un statut très particulier. Et le baseball, on va dire, né dans ces conditions spécifiques en 1897-1898, avec la mise en place du premier match au sein de l'île principale en 1898.
En 1900, un match entre l'une de ces deux équipes historiques va se jouer face au second régiment militaire américain qui était stationné là-bas, et il va y avoir une victoire en fait tout simplement des Portoricains à cet effet. Et là je vous fais une mini pause pour que vous puissiez apprécier un peu l'ambiance qu'il y a eu, notamment une ambiance très cordiale entre Mexique et Porto Rico. Ce petit interlude, on revient à Porto Rico qui dans les années 20 va envoyer notamment des équipes en fait faire leur tour également aux États-Unis, donc il va y avoir pas mal d'échanges à ce niveau-là. Le baseball va y devenir très populaire et le baseball va avoir une forte affiliation en termes de Negro Leagues. Il faut savoir que des joueurs portoricains vont jouer dans les Negro Leagues, avec à noter le tout premier joueur portoricain à y évoluer en 1928, Emilio Navarro, qui venait des Cleveland Stars. Il faut savoir, pour changer le côté face en fait de la relation entre, on va dire, Negro Leagues, ou en tout cas pionniers Negro Leaguers et Porto Rico, il faut savoir que Satchel Paige a pitché pour les Brujos de Guayama à Porto Rico. On vient de parler de Negro Leagues, je me doute bien que vous voulez qu'on parle également de MLB, et donc il faut savoir que le premier joueur portoricain à avoir évolué en MLB est Hiram Bythorn, et ce en 1942. A noter pour finir rapidement sur Porto Rico que la nation a gagné en fait le World Baseball, enfin la Coupe du Monde de baseball, c'était pas encore World Baseball Classic à l'époque, donc la Coupe du Monde de baseball une fois. Côté Mexique, il faut savoir qu'on n'a pas l'origine précise en termes de date de l'arrivée du baseball là-bas. Certains la placent au niveau de la guerre en fait entre les États-Unis et le Mexique, donc plutôt mi-19e siècle. D'autres la placent carrément quand Cuba a été mise au fait du baseball, et donc par l'influence cubaine, plutôt dans les années 1880. Quoi qu'il en soit, le baseball au Mexique a très vite bien pris, et la première grosse ligue mexicaine arrive en 1925. Elle est limite une concurrente de la MLB, notamment dans le fait qu'elle va beaucoup aller chercher elle va chercher à piocher des joueurs de Negro Leagues ou des joueurs des ligues caribéennes, des joueurs qui au final vont devenir des cibles aussi de la MLB. D'ailleurs la MLB va devoir payer un tribut, va devoir payer une sorte de taxe entre guillemets à la ligue mexicaine dès lors qu'ils souhaitent récupérer un joueur déjà dans cette ligue présente. Et donc si on veut parler du premier joueur mexicain, ou en tout cas qui est né au Mexique et qui a donc intégré la MLB, on va forcément parler de Mel Almeida. Il faut savoir que ce dernier a quand même grandi à Los Angeles, donc plutôt dans la partie américaine. Et si on veut chercher ensuite le prochain joueur né au Mexique qui a joué donc en MLB, on va forcément parler de Bobby Avila, qui a joué notamment aux Indians, donc maintenant Guardians, en 1947. Il a commencé là-bas. Au niveau de l'équipe nationale maintenant, il faut savoir que le Mexique a notamment participé à des Coupes du Monde avant que la World Baseball Classic soit mise en place, et il a notamment fait de belles choses par le passé, rejoignant les finales 4 fois, dont la dernière fois en 1965. Aucun titre gagné cependant en World Cup. Concernant la World Baseball Classic, depuis l'arrivée de cette compétition en 2006, le Mexique a toujours été un des participants en fait à cette compétition. On retrouve là donc deux pays en fait à forte influence baseballistique. Lorsque l'on parle de baseball au niveau des Caraïbes, on pense aussi à Porto Rico. On pense souvent bien sûr à la République dominicaine, à Cuba, mais Porto Rico est aussi une place forte du baseball caribéen, et le Mexique est une place forte du baseball mondial au final, de par son affiliation au baseball et être l'un des pays les plus anciens en termes de participation à ce sport en fait. Et donc avant de reprendre, je vais vous laisser un peu mesurer l'ambiance en ce soir de quart de finale. Et donc, alors que vous voyez les images, nous voici donc dans une affiche où tout s'est plutôt bien passé en termes de spectacle, en termes également d'ambiance, d'atmosphère, comme vous avez d'ailleurs pu le voir quelques secondes auparavant. Et pour rappel, le Mexique avait fait une remontada après un très bon premier inning de Porto Rico qui a vite mené 4-0. Ils ont en fait petit à petit remonté le score pour finalement s'imposer 5-4 dans une ambiance très festive encore une fois. Et
Et donc, après cette première soirée plutôt magique, je suis parti en ce second jour de ce petit trip à Miami pour assister en fait à l'affiche entre les Miami Hurricanes, une équipe qui frôle ou qui fait, en tout cas qui touche au top 25 ou qui est en fonction des semaines de compétition, et une autre forte équipe de sa propre conférence, la ACC, Virginia Tech. Avant de vous reprendre, je vais vous laisser quelques minutes avec mon alter ego qui va un peu vous présenter le contexte en fait de ce samedi particulier. Bon, je suis arrivé devant l'entrée du stade des Hurricanes de Miami. Et c'est un peu le flou, puisque en fait à la base il y avait un seul match qui était prévu aujourd'hui et donc un match dimanche, mais du coup avec les risques d'intempéries, on nous a fait comprendre que maintenant c'était un double header, donc ça veut dire en gros que les deux matchs se jouent aujourd'hui. Et en fait il y a eu en gros le match qui se jouait le plus tôt aujourd'hui du coup à 14h environ a été mis en place pour ceux qui avaient leur ticket le dimanche, et nous qui avions notre ticket donc aujourd'hui pour le match de 19h. On devait se rendre au stade entre guillemets le plus tôt possible et attendre de voir vers quelle heure il se finit, puisqu'ils disent clairement que le second match va commencer environ 1 heure après la fin du premier. Donc il n'y a pas un horaire fixe. On nous a parlé un peu de 17h30 puis après de 18h. En fait, tout dépend de quand finit en fait le premier match afin qu'on puisse rentrer. Malgré tout, je vais quand même voir si je peux rentrer parce que je suis déjà là et que je pense même pas que le premier match soit terminé, mais on va voir. En plus, j'ai des petites affaires avec moi. J'espère qu'on va me laisser passer. J'ai pu rentrer, ils ont été plutôt sympas à l'entrée parce qu'ils savent que comme il y a pas mal de confusion, ils permettent de rentrer. Donc là le premier match n'est pas encore terminé, donc je peux pas vraiment m'installer dans les gradins. Par contre je peux quand même, au moins je suis rentré un peu à l'ombre et c'est beaucoup plus agréable. Je peux faire un petit tour et d'ailleurs je pense que je vais faire un petit tour en vous filmant rapidement. Je vais pas faire de live cette fois-ci sur Insta, mais voilà, je vais filmer rapidement et voilà. Pour ce jour 2, on se retrouve dans un stade beaucoup plus modeste, on est quand même en NCAA College Baseball. On se retrouve aussi dans une ambiance beaucoup plus entre guillemets familiale, beaucoup plus posée, même s'il y a de l'ambiance, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très très forte ambiance, il y a un très fort engouement, je le répète à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais le sentiment d'appartenance à telle ou telle fac est tellement fort, tellement prégnant en fait que les gens sont beaucoup plus impactés et beaucoup plus à fond, on va dire, dans ce qui se passe autour de leur université en termes de sport et notamment de baseball que dans les sports professionnels. Donc encore une fois, pour ceux qui suivent que les sports professionnels, n'y voyez pas une attaque du tout, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment pour expliquer que l'engouement, ça veut pas dire qu'en termes d'audience, on va atteindre ce que peut atteindre un Super Bowl ou autre, loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, quand vous arrivez dans un stade, contrairement à un stade de MLB qui peut être assez calme en fonction du moment de la saison, surtout bien sûr, là pour le coup, un stade de college baseball, même s'il n'est pas rempli, vous aurez toujours le feu en fait. Et donc pour revenir à notre match, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Miami, notamment la fac de Miami et son histoire baseball. Je vous remettrai le lien vers la vidéo adéquate. Mais on se retrouve avec une fac en fait historique, une des facs les plus victorieuses en termes de baseball, Miami, avec 4 titres de champion national. Avec bien entendu son lot de coachs historiques, de joueurs historiques, etc. Face à Miami, on retrouve une solide équipe de Virginia Tech qui est en progression constante et qui arrive à atteindre le tournoi national assez régulièrement. Et donc on se retrouve avec une affiche du haut du panier, ACC qui est une des plus grosses conférences de baseball universitaire. Et surtout, on se retrouve suite à 2 premiers matchs gagnés par Miami et donc avec un intérêt pour Virginia Tech d'éviter le sweep. Après un départ d'ailleurs tonitruant, les Hokies de Virginia Tech vont être en tête pendant la majeure partie du match avec une avance assez confortable. Mais bon, bizarrement, petit à petit, on sent de plus en plus de difficultés pour les lanceurs de garder en fait Miami dans les cordes. Et donc Miami va réussir une énorme remontada pour finalement s'imposer sur le score de 12-9 après avoir été notamment mené de 6 points. Et voici un petit aperçu dans les conditions du direct. Et donc mission accomplie pour Miami qui va complètement balayer tout simplement Virginia Tech, réussissant un week-end parfait avec 3 victoires en 3 matchs, les plaçant à ce moment de la compétition très très bien tout en haut de la ACC.
Mais comme vous le savez, ce samedi se déroulait également un quart de finale de WBC que je n'ai pas pu suivre, mais que mon chauffeur Uber m'a bien mis sur son téléphone, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le baseball a vraiment vécu comme il faut en fait à Miami. On a respiré baseball, mangé baseball, Uber baseball, j'ai envie de dire. Vraiment c'était du baseball à foison, et donc très content de pouvoir voir la suite et fin du match au sein de mon Uber. Et voilà, alors que je me dirigeais vers mon petit chez moi, mon petit Airbnb, se profilait la troisième et dernière journée que je vais vous présenter maintenant. Et donc pour cette troisième journée, on retrouvait en fait une affiche qui avait un fort goût géopolitique entre bien sûr Team USA qui venait se qualifier face au Venezuela et Cuba qui elle s'était défait de l'Australie un peu plus tôt dans la semaine. Mais je vais laisser encore une fois mon alter ego vous en parler un peu mieux. Salut à tous, à toutes et à tous. Bon, on se retrouve pour une troisième journée de suite, plein de baseball, avec cette fois-ci un match qui a un gros passif, on va dire historique. On sent déjà une grosse ambiance, je suis à peu près à 3 heures du coup d'envoi. Et donc le match ça va être entre les États-Unis et Cuba. Comme je l'ai dit, pas mal d'histoire entre ces deux pays. Donc au-delà même du baseball bien sûr. Et le baseball va être là un peu pour arbitrer tout ça. On va en voir un peu plus. Je vais essayer de sauvegarder ma batterie un peu plus aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir peut-être trop filmer, mais je vais essayer d'être quand même présent pendant la plupart de l'événement. Allez, à tout de suite. Et alors que mon alter ego va revenir dans quelques secondes, vous allez pouvoir comprendre que ça a été un peu moins festif autour du stade, enfin un peu plus, on va dire, cadré et encadré vis-à-vis de l'affiche et de cette teneur politique. Alors pour aujourd'hui, il y a encore plus de sécurité que les autres jours. On ne doit pas forcément traîner autour du stade. Dès qu'on arrive, en fait, on nous demande de passer par ces portiques le plus rapidement possible et rentrer en fait du coup directement dans le stade. Donc on veut pas, on l'entend bien, on veut pas de débordement ou quoi que ce soit. C'est pourquoi je vais rentrer dès à présent dans le stade, je peux pas traîner autour. Donc je vais rentrer à l'intérieur et je vais continuer à filmer de l'intérieur. Donc on vient de me complimenter sur mon jersey. Il faut savoir que j'ai un jersey qui est assez historique, je peux pas le filmer comme ça mais je vous prendrai une photo. En fait c'est un jersey d'une légende des Negro Leagues. Et j'en parlerai un peu plus avec la photo dans les vidéos que vous allez voir, enfin la vidéo que vous verrez ou peut-être la série de vidéos que vous allez voir concernant ces World Baseball Classic qui sortiront sur YouTube. Petit instant promo. Et donc chose première chose due rapidement, donc j'avais en fait le maillot de Josh Gibson, légende émérite des Negro Leagues, le plus grand frappeur de puissance en termes de frappe de puissance dans les Negro Leagues tout simplement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs conjointe entre lui et Satchel Paige, je vous mets l'affiche si c'est possible en haut, sinon vous pouvez très bien la retrouver, c'est BHM, je ne sais plus quel volume mais en tout cas BHM, Satchel Paige et Josh Gibson. Pour revenir à l'affiche qui nous intéresse, plutôt que de vous faire l'histoire du baseball, que ce soit au niveau de Cuba ou au niveau des États-Unis, encore une fois je vais vous enjoindre d'aller lire les articles super intéressants, même si la compétition est déjà passée encore une fois, mais notamment sur Cuba et sur peut-être la déliquescence de son baseball, en tout cas au niveau professionnel. Et puis bien sûr Team USA, si besoin il en est d'expliquer le baseball et l'engouement du baseball aux États-Unis et de tout ce qui en suit vis-à-vis de ce sport. Il y avait un article sur The Strikeout, affilié ou associé donc à la World Baseball Classic. Il y a déjà eu beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles, etc. là-dessus, donc je vous enjoins vraiment essayez vraiment d'aller regarder tout simplement. Moi je préfère plutôt parler encore une fois de ce jour-là, de ce jour de match, en rappelant encore une fois que Cuba en fait quelque part a eu un parcours assez, alors je vais pas dire simple parce qu'il n'y a pas de petite équipe entre guillemets, mais beaucoup plus abordable en fait, par exemple que le tableau de Team USA. Et justement donc ce match là entre Cuba et Team USA était quelque part aussi un test pour pouvoir confronter le baseball cubain que l'on dit en perte de vitesse, dans son essence internationale notamment, vis-à-vis de ce qui se fait de mieux, ce qui se fait quasiment de mieux au niveau mondial avec Team USA, avec toutes ces stars notamment dans son line-up assez incroyable. Et j'avais également fait des vidéos sur Miami, je le rappelle, notamment une vidéo qui expliquait un peu plus le quartier de Little Havana, qui était quelque part un quartier témoin en fait de toute cette vague cubaine arrivée aux États-Unis, notamment suite à la révolution, on va dire, de Fidel Castro.
Si je peux, je vous mets une fiche. Si je ne peux pas, vous pouvez la trouver. Je pense que vous pouvez taper le Omra Miami, pas Fidel Castro, Miami Little Havana, pardon, et vous devriez la retrouver. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement puisque, encore une fois, nous sommes à Miami, donc forte communauté cubaine. Quand j'avais vu le match entre les Marlins et les Yankees en 2021, donc au Lone Depot, ce qui m'avait marqué, c'était tout ce qui se passait autour du stade, notamment vis-à-vis de cette communauté cubaine, des stars cubaines, de la musique, tout un engouement en fait autour de cette communauté spécifique et particulière. Et donc ce match avait forcément un goût très particulier pour la communauté cubaine à Miami, mais pas que vis-à-vis du match en soi, mais également vis-à-vis de certaines on va dire répercussions géopolitiques, pas des répercussions du match vers sa géopolitique, mais plutôt de ce qui se passe en ce moment à Cuba et de ce qu'il pouvait y avoir en termes de messages autour du stade, avant le match, pendant le match, et vous allez le voir notamment dans certaines images, et même après le match, avec beaucoup de revendications, la volonté en fait d'utiliser en fait cet espace quelque part d'expression, puisque c'est un espace où voilà on est filmé, etc., pour pouvoir passer des messages et faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qui se passe à Cuba en ce moment. On dit plutôt depuis 1959 quoi. Au niveau donc de l'ambiance, si Cuba s'est bien fait entendre, il faut savoir que notamment les fans américains étaient également là pour donner de la voix, ils se sont beaucoup donnés, beaucoup bougé, il y a eu pas mal de choses sympas en termes notamment de cosplay, ce n'est pas le bon mot, je ne suis pas dans la bonne, la bonne catégorie, en termes plutôt de, voilà, on va dire de maquillage, on va dire de costumes ou d'habits, etc., etc. Il y avait vraiment une forte ambiance, un fort engouement là-dessus. Et il y avait également une belle présence nippone dans les travées du stade. Il faut savoir que le Japon jouait le lendemain face au Mexique pour sa demi-finale, avant d'enchaîner avec la finale face à Team USA pour le résultat que l'on connaît. Mais voilà, encore une fois, il y avait beaucoup de Japonais dans les travées du stade, notamment très curieux, et qui ont d'ailleurs pas mal consommé en termes d'achat de jersey, etc., que ce soit de Team USA, de Cuba, de Puerto Rico, etc., très curieux, nos amis fans japonais. Et donc si l'ambiance et le spectacle étaient dans les tribunes, au niveau du terrain, ça a vite tourné à la démonstration, on va pas se mentir. Le match en soi n'a pas été tip top, Cuba a lancé les premières hostilités, mais très vite on a compris que Team USA était bien supérieur à cette équipe cubaine. Voilà, ça a été une victoire sans forcer. Marc De Rosa, le manager de Team USA, a même pu faire tourner pour que chacun puisse participer un peu à la fête. Et voilà, donc un score sans appel. Alors je sais plus si c'était 13-2 ou 14-2, je vais pas vous mentir, je suis pas allé revérifier. Oui, c'est pas un très bon travail de ma part, je l'avoue. Mais voilà, le plus important, c'était que voilà, Team USA pouvait partir défendre sa couronne. Et tout ceci face à la team japonaise. Et donc pour revenir quelques secondes sur ce qui s'est passé également pendant le match, il y a eu des fans qui sont donc entrés sur le terrain, notamment comme je l'ai dit suite aux revendications cubaines. Je vous laisse quelques images rapidement. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, en général, de garder quand même une plutôt bonne ambiance. Je sais qu'après le match, le manager de Team USA, Marc De Rosa, a notamment fait un petit commentaire là-dessus. Mais bon, on n'est pas là pour parler forcément de ça. Au final, ce dernier match a clôturé un peu mon aventure, on va dire, de ce trip à Miami avec la World Baseball Classic. C'est pas celui dont je vais avoir un souvenir impérissable, même si je vais pas non plus cracher dans la soupe comme on dit, puisque j'étais juste très content de pouvoir participer un peu à tout ça, d'être à l'intérieur de tout ça en général. Et donc il faut savoir que après le match, il y a quand même eu un peu de fête, notamment en dehors du stade. Les Cubains ont continué un peu à chanter, à danser, comme vous allez pouvoir le voir sur les images qui vont suivre. Mais en tout cas, avant de pouvoir conclure tranquillement cette vidéo, vraiment ça a été 3 jours plutôt super sympa. Je retiens vraiment en particulier le premier jour, le jour 1, le match entre Porto Rico et donc Mexique, qui a été incroyable en termes d'ambiance, du début à la fin. Ça a été tout bonnement magnifique. C'est là qu'on se rappelle du potentiel qu'a le baseball, tout simplement pour réunir les gens, pour avoir ce côté festif,
pour moi la World Baseball Classic du coup a été un très fort succès, hein, tout simplement, et on va en reparler rapidement en conclusion après. Bon bah voilà, la petite aventure World Baseball Classic s'arrête pour moi avec cette démonstration, on va dire, cette différence de niveau entre les deux équipes qu'on a pu voir, hein, Team USA et Cuba. L'ambiance reste toujours assez bonne, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça a vraiment été une fête pour le coup, donc vraiment content d'avoir pu voir tout ça de plus près. Et on va essayer de rentrer tranquillement dans la nuit floridienne. Une nuit un peu plus risquette que les autres jours où il a fait très chaud. Là ça va, mais en tout cas voilà, je vais me chercher mon petit Uber et puis rentrer tranquillement. J'espère que ça vous aura plu de pouvoir suivre un peu ça avec moi. Et puis de toute façon, le Homera continue comme d'habitude, comme toujours. Restez connectés. Allez, ciao. Donc, voilou. Je vais me répéter un peu, mais voilà, encore une fois, 3 jours assez exceptionnels. La World Baseball Classic, que ce soit quand je l'ai suivi à la télé avant de me rendre à Miami, ensuite à Miami, et donc la finale de nouveau à la télé. D'ailleurs, j'étais en voyage le jour de la finale. Pour moi, ça a été très positif. Je pense que je suis pas le seul pour le dire, mais vraiment, ça a été du baseball super sympa. Différents types de baseball, différents types de niveaux également, des belles histoires, comme encore une fois la République tchèque. Le fait que des équipes comme Team USA ou l'équipe nationale japonaise aient amené leurs joueurs phares, leurs joueurs stars, notamment dans les alignements. Le fort potentiel, encore une fois, qu'on le retrouve à chaque fois du baseball caribéen, sud-américain et d'Amérique centrale. Encore une fois, l'Europe qui n'est pas si loin. C'est vrai que l'Italie, les Pays-Bas n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, mais malgré tout, on sent que le niveau n'est pas si loin. Je sais que certains vont commencer à polémiquer sur notamment la facilité de certains à récupérer des nationalités pour jouer, etc., etc. Mais bon, au lieu de se concentrer là-dessus, moi je préfère retenir vraiment le positif sur cette compétition qui a été assez exceptionnelle. Et ça a été un plaisir de la suivre, et j'espère que ça sera un plaisir pour vous de suivre cette petite vidéo qui récapitule mon petit voyage à Miami avec un peu de World Baseball Classic. World Baseball Classic, il faut articuler, monsieur. Entrecoupé donc de ce fameux samedi en college baseball avec les Hurricanes, qui m'ont bien fait plaisir d'ailleurs, avec un match super sympa également, une grosse ambiance également. Donc que du positif à retenir de ce petit voyage, ce petit trip. Miami, que je conseille également c'est une ville à visiter. Bon, peut-être pas forcément downtown Miami, mais il y a beaucoup d'histoires, notamment vis-à-vis de l'immigration, par exemple cubaine. Il y a beaucoup de richesses, on va dire, notamment également en termes de géographie, en termes de paysage. Quand on s'éloigne un peu de Miami, que ce soit vers les Everglades, ou d'autres ambiances, des trucs un peu plus marécageux, etc., etc. Donc Miami, voilà, je suis pas un promoteur un promoteur de voyage, mais pour toute personne qui a envie de voyager, Miami peut être une belle destination, surtout pour allier par exemple le baseball, puisque la saison régulière a repris au moment où j'enregistre ces paroles, lorsque je remonte un peu les images de mon trip à Miami. Donc allez voir pourquoi pas quelques matchs des Marlins, et en même temps profiter du climat super sympa de Miami, et puis des à côté également, de la culture, même de la culture culinaire, on retrouve pas mal de choses au niveau culinaire. Mais bref, on ne m'a pas payé, vous inquiétez pas là-dessus, c'est juste pour pouvoir un peu conclure un peu tout ça, et je vais vous laisser avec quelques images qui récapitulent ce trip à Miami. Comme d'habitude, le Homera, ça continue petit à petit. On va essayer de revenir avec un article prochainement au niveau collège baseball. On va aussi continuer à bien suivre tout ça, puisque au niveau de la draft, il peut y avoir des mouvements, notamment dans mon top 10 de draft, que je vais peut-être actualiser incessamment sous peu. Le baseball continue, la saison MLB a repris, les minors aussi ont repris. Et donc sur tous ces moments, je vous dis à très bientôt. Ciao.